Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine culturel de la Normandie et de la Grande-Bretagne. un programme conçu et présenté par Serge Vandenbroek. Pendant toute la période victorienne, puis édouardienne, la jolie station balnéaire de Dieppe, sur la côte normande, a été le lieu de résidence de milliers de Britanniques, soit passagèrement pour quelques semaines de villégiature, soit carrément pour de nombreuses années. Cette petite ville pleine de charme était devenue un extraordinaire lieu de rencontre et d'échange, où l'on croisait aussi bien des peintres et des écrivains célèbres que des personnalités de la haute bourgeoisie et de la noblesse, mais aussi une certaine faune plus ou moins interlope. Comment cette société s'était-elle développée ? Pour le comprendre, je vous propose de remonter le temps. Partons pour les rivages de la Normandie. Les liens maritimes entre Dieppe et l'Angleterre plongent leurs racines dans les profondeurs de l'histoire, remontant à l'époque lointaine de Guillaume le Conquérant et même avant du temps des Vikings. Dès cette époque fondatrice, les eaux de la Manche virent voguer les premières embarcations tissant un commerce naissant entre les deux rives. Tout au long du Moyen-Âge, le port de Dieppe connut une croissance constante, renforçant son rôle stratégique dans les échanges transmanche, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, notamment pendant les épisodes les plus tragiques de la guerre de Cent Ans. Mais un choc énorme se produisit au mois de juillet 1694, date fatidique qui s'imprima dans la mémoire collective comme un temps de ruine et de désolation. Une flotte conjointe anglo-hollandaise, s'inscrivant dans les péripéties du conflit de la Ligue d'Augsbourg et en représailles aux incessantes exactions des corsaires dieppois, bombarda la cité avec une férocité implacable. Dieppe fut alors presque entièrement détruite, ses maisons incendiées, ses quais dévastés, sa vie suspendue. Un nouvel espoir ne tarda cependant pas à éclore dans les décombres fumants. Sur ordre du roi Louis XIV, quelques mois plus tard à peine, la ville fut reconstruite, cette fois en briques solides, avec l'élan propre aux grandes volontés monarchiques. Et cette reconstruction fut perçue non seulement comme un acte de résilience, mais aussi comme une réaffirmation de la vocation maritime de Dieppe. Les siècles suivants furent marqués par une succession de conflits opposant la France à sa turbulente voisine d'outre-Manche. La guerre de 7 ans, suivie des violentes secousses des guerres napoléoniennes, imprimèrent des discontinuités dans les liaisons transmanches, interrompues ici ou là, écrites en pointillés, mais jamais rompues totalement. Même les heures sombres de la Révolution française, avec leur cortège de terreur et d'inquiétude, ne parvinrent à couper tous les liens. Preuve en est qu'en 1793, en pleine tourmente révolutionnaire, le capitaine Burton assurait encore un service de transport de passagers entre les deux pays, à bord de son voilier baptisé les Frères Royaux. Le voyage, il est vrai, n'avait rien d'une sinécure. Il fallait compter près de 14 heures de traversée depuis Brighton, et le navire, incapable d'accoster, obligeait les passagers à embarquer au moyen de chaloupes dans une mer souvent capricieuse. D'autres voiliers assuraient également la liaison, mais ce n'est qu'à partir de la chute définitive de l'Empire napoléonien, consacré par le traité de Paris en 1815, que les échanges prirent un nouveau souffle. Libérés du joug de la guerre, les Anglais redécouvrirent alors le charme discret de la Normandie. Et dès le 16 mars 1816, le navire Marjorie inaugura une traversée historique vers Dieppe depuis le port de New Haven, jetant ainsi les bases d'une nouvelle époque, une époque pleine de joie et de lumière.
le développement fulgurant du chemin de fer en Angleterre allait ensuite bouleverser la donne et accélérer l'affaire. L'essor de la London, Brighton and South Coast Railway, bientôt secondé par les navires à vapeur de la General Stream Navigation Company, fondée en 1824, réduisit considérablement les distances. Londres ne se trouvait alors plus qu'à 11 heures de Dieppe, un exploit technique qui transformait une aventure longue et hasardeuse en un simple déplacement confortable. Dès l'arrivée au port, les visiteurs étaient accueillis dans une ville en pleine effervescence. Parmi les établissements de renom, l'un des plus emblématiques restait le Grand Hôtel de Londres, fondé en 1715. Situé idéalement à l'endroit précis où les navires jetaient l'ancre, à l'actuel emplacement du quai Henri IV, l'hôtel, dont la façade en briques rouges est encore visible aujourd'hui, est orné de statues représentant Mercure, le dieu des voyageurs, et Bacchus, le patron des plaisirs terrestres. Dans l'animation du port, des enfants s'agrippaient aux jupes des élégantes Anglaises fraîchement débarquées, leur proposant, avec une insistance joyeuse, diverses possibilités d'hébergement. Pour ceux que les établissements prestigieux dépassaient financièrement, il existait des solutions plus modestes, comme la pension tenue par une certaine Titine, une discrète figure locale dont le nom est passé à la postérité avec tendresse. Mais pour les voyageurs désireux de poursuivre leur route vers l'intérieur des terres, les choses se compliquaient. Dans les années 1830, rejoindre Rouen depuis Dieppe relevait encore de l'épreuve. Il fallait endurer 6 longues heures de diligence, au départ même de l'hôtel de Londres, sur des routes malaisées. Et pour gagner Paris, l'attente était encore plus grande. Il fallait compter près de 10 heures supplémentaires, tant les infrastructures demeuraient archaïques. Les autorités françaises, avec une certaine condescendance, voyaient d'un œil sceptique l'essor du chemin de fer, qu'elles considéraient comme une lubie anglaise, peu adaptée aux réalités nationales. Pourtant, sous l'impulsion de capitaux et de compétences britanniques, la ligne ferroviaire vers Paris fut finalement construite. Ce chantier titanesque mobilisa une véritable armée d'ingénieurs et d'ouvriers anglais. Même les locomotives et les wagons furent produits sur place dans une fonderie spécialement créée à Sotteville par un certain William Buddicombe, un entrepreneur audacieux face à l'inefficacité des industriels français, jugés trop lents et peu enthousiastes. Enfin, en 1848, le rêve devint réalité. Il était désormais possible de relier Londres à Paris en passant par Dieppe, en empruntant un train dont le parcours, si longuement attendu, conjuguait confort et modernité. Les progrès technologiques poursuivirent ensuite leur marche. Les performances des navires s'améliorèrent rapidement et les aménagements du port supprimèrent peu à peu les contraintes liées aux marées. Et dès le printemps 1889, les bateaux pouvaient désormais atteindre Dieppe à des horaires fixes, une révolution dans l'organisation du transport maritime. Ainsi, au fil des décennies, à la faveur des avancées techniques, de la douceur du climat normand et du coût modéré de la vie, une véritable communauté britannique s'installa à Dieppe, tissant des liens durables et profonds entre les deux rives de la Manche. Ce mouvement, d'abord discret, devint peu à peu une évidence historique, révélant à quel point les eaux séparant les deux pays furent aussi souvent celles qui les réunirent.
À partir de l'année 1896, le lecteur londonien avide d'évasion et de chroniques vivantes put découvrir dans les pages de The Citizen, un hebdomadaire alors fort en vogue, une série d'articles à la plume légère, élégante et délicatement ciselée, consacrés à la vie dieuppoise. Ces récits, entre chroniques mondaines, peintures pittoresques et réflexions sociales, portaient la signature du journaliste et romancier à succès John Strange Winter, déjà bien établi dans le paysage littéraire britannique. Son nom n'était pas inconnu des lecteurs, ses premiers textes ayant été publiés dès 1874 dans The Family Herald, une publication populaire qui révélait les talents de conteur de l'auteur. Ah, aujourd'hui, le nom de John Strange Winter semble s'être effacé des mémoires, relégué dans les marges de la littérature victorienne, et pourtant, à son apogée, son œuvre connut une fortune considérable. Son roman le plus célèbre, Booty's Baby, publié en 1885, se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires en moins d'une décennie, un exploit éditorial impressionnant, même pour notre époque. Mais l'histoire réserve parfois d'amusantes surprises, et derrière ce pseudonyme masculin se cachait en réalité une femme, une femme d'esprit et de caractère, dotée d'une vive intelligence et d'une énergie peu commune. Née à York le 13 janvier 1856, elle s'appelait Henrietta Eliza Vaughan Palmer, devenue Stannard par son mariage. Elle était la descendante d'une lignée brillante et comptait parmi ses ancêtres la célèbre comédienne shakespearienne Anna Pritchard, dont la renommée au XVIIIe siècle avait traversé les frontières du théâtre anglais. L'héritage artistique, semble-t-il, coulait dans ses veines. Henrietta, que ses contemporains connaissaient sous son nom de plume, ne tarda pas à se faire un nom dans le monde littéraire et journalistique britannique. Son talent, sa lucidité, son sens de l'observation et sa plume acérée lui valurent l'admiration de nombreuses figures de son temps, parmi lesquelles le grand critique d'art John Ruskin, dont les écrits sur l'architecture et la beauté avaient profondément influé la pensée européenne du XIXe siècle. Elle fut aussi, au fil des ans, une personnalité engagée dans la vie culturelle de son pays. En 1892, elle fut élue présidente du prestigieux Club des écrivains, et en 1901, elle devint même la présidente de la toute nouvelle Société des femmes journalistes, une fonction qui soulignait autant sa notoriété que son engagement pour la reconnaissance des femmes dans le monde des lettres. C'est une circonstance personnelle qui la conduisit en Normandie. Son mari, l'ingénieur Arthur Stannard, dont la santé déclinait peu à peu, reçut de la part de ses médecins un conseil aussi ferme que salutaire. Il lui fallait respirer l'air vivifiant de la mer, s'éloigner de la grisaille et du tumulte de Londres. Ainsi, Henrietta, son époux et leurs 4 enfants, 3 filles et un garçon, firent leurs valises pour traverser la Manche. Ils s'établirent à Dieppe, dans une vaste maison cossue, idéalement située entre la plage et la rue de la Halle au Blé, une demeure chargée d'histoire, puisque nulle autre que Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la fameuse duchesse de Berry, cette pionnière qui lança la mode des bains de mer en France, y avait autrefois résidé. La vie normande s'avéra aussi douce qu'abordable. En comparaison de Londres, le coût de la vie à Dieppe semblait presque dérisoire. On y trouvait des loyers modérés, une nourriture abondante, de qualité et peu coûteuse, des domestiques fiables dont les gages demeuraient raisonnables, autant de conditions qui permirent à la famille Stannard de s'installer durablement, sans rien sacrifier au confort. Les revenus du travail littéraire d'Henrietta suffisaient largement à financer ce long séjour, qui s'étendit sans interruption jusqu'en 1901. Après cette date, la famille continua d'y revenir chaque été, et ce pendant 8 années supplémentaires, preuve de l'attachement profond qu'ils éprouvaient pour cette ville, entre mer et lumière. Henrietta ne fut pas seulement une observatrice lointaine de la vie dieuppoise. Au contraire, elle en devint peu à peu une figure reconnue et appréciée.
Ces articles, où se mêlaient humour fin, regard acéré et sensibilité sociale, contribuèrent largement à façonner une image flatteuse de Dieppe dans l'imaginaire britannique. En reconnaissance de ce travail élogieux et de cette affection sincère, la municipalité dieppoise alla jusqu'à lui offrir, au moment de son retour définitif en Angleterre, un élégant anneau orné d'un diamant, un geste symbolique à la hauteur de la gratitude locale. Grâce à sa réputation littéraire solidement établie, Henrietta Stannard mena à Dieppe une existence mondaine, mais jamais vaine. Elle fréquentait les salons, les promenades, le casino, les théâtres de la station balnéaire, tout en restant une observatrice fine, tant des mœurs de la haute société anglaise expatriée que de celles plus discrètes mais non moins riches de la population dieppoise. Sa plume, toujours alerte, restituait cette dualité avec justesse, mêlant avec brio la chronique sociale à l'esquisse impressionniste. Elle sut, mieux que quiconque, capter l'âme d'un lieu et l'esprit d'une époque, et offrir à ses lecteurs une fenêtre sur un monde en pleine transformation. Au fil des saisons passées sur les rivages normands, Henrietta Stannard, toujours curieuse du monde qui l'entourait, ne tarda pas à se mêler aux cercles artistiques qui, comme elle et sa famille, avaient choisi Dieppe comme havre de repos et d'inspiration. La côte attirait alors bien des esprits libres, des talents singuliers, et parfois des âmes tourmentées. Parmi les habitués qu'elle côtoyait figurait notamment le jeune Aubrey Beardsley, météore sulfureux du mouvement décadent anglais, dont les dessins aux lignes sinueuses et aux thèmes audacieux secouaient l'ordre moral victorien. Son art provocateur, fait d'érotisme raffiné et de mystère, fascinait et dérangeait tout à la fois. Henrietta, avec sa sensibilité affûtée, comprenait instinctivement la portée de ses œuvres. Le grand peintre William Turner séjourna aussi à Dieppe, ainsi que le fameux aquarelliste John Sell Cotman, parmi tant d'autres artistes fascinés par les paysages et la lumière changeante de la Normandie. Les écrivains étaient là, eux aussi, comme le poète Arthur Symons ou le critique littéraire Max Beerbohm. Et puis, un soir, dans une atmosphère d'ombre et de murmures, une silhouette s'avança sur les quais de Dieppe, celle d'Oscar Wilde, dissimulée sous le pseudonyme de Sébastien Melmoth, le nom d'un héros tragique d'un roman fantastique. Exilé volontaire et proscrit, ruiné et dépouillé de sa gloire après son terrible procès, il venait chercher là un refuge discret loin des jugements et des acharnements féroces de Londres. Dans les salons feutrés comme dans les cafés bruyants, les figures de la haute société, les artistes en quête d'inspiration et de passion, les bourgeois respectables et les figures plus obscures se croisaient, s'observaient, sans toujours se fréquenter de près. Une mosaïque de mondes parallèles, réunis par le hasard des marées et le charme indéniable de la ville. Cette colonie étrangère, si vivante, si disparate, constituait un levier non négligeable de l'économie locale. Pour satisfaire ses besoins et ses goûts, des commerces spécialisés avaient fleuri. On trouvait notamment rue de la Barre
une vaste épicerie anglaise dont la façade existe encore, témoin discret d'un âge cosmopolite. Quant au café des tribunaux, place du Puy-Salé, il en était devenu le cœur battant, lieu de conversation, de débat, de retrouvailles, de lecture et d'observation. On s'y retrouvait chaque jour, à heure fixe, dans une atmosphère où se mêlaient l'odeur du tabac, le parfum des chapeaux empesés et les accents venus d'outre-Manche. À la tête de cette communauté, qui comptait tout de même plusieurs milliers de personnes, veillant à la fois à sa diplomatie et à ses convenances, se tenait M. Lee Jortin, le vice-consul, homme affable et discret, figure rassurante au sein de cette société d'exilés volontaires et de touristes élégants. Si Dieppe avait tant de charme aux yeux des familles anglaises, ce n'était pas uniquement pour son climat tonique, sa lumière changeante et sa vie sociale animée. L'une des principales raisons tenait à l'éducation. Les écoles dieppoises, et tout particulièrement celles destinées aux jeunes filles de bonne naissance, bénéficiaient d'une réputation flatteuse de l'autre côté de la Manche. Il était de bon ton, dans l'aristocratie britannique, que les jeunes filles apprennent le français, ou du moins en acquièrent les bases, tout en étant initiées aux arts de la conversation, aux manières élégantes et aux plaisirs esthétiques que permettait un séjour prolongé sur la côte normande. Outre les promenades en bord de mer et les excursions à travers la campagne environnante, dont la beauté verdoyante et les trésors patrimoniaux fascinaient depuis longtemps les Britanniques, les établissements offraient ce que l'on appelait alors une finition à l'éducation des jeunes filles, les finishing schools. Elles n'étaient pas toutes égales, mais les plus réputées accueillaient des pensionnaires issus des familles les plus honorables, voire de la noblesse. C'est ainsi que Mrs. Cunnick, personnage flamboyant et redoutablement charismatique, dirigeait dans le quartier de Claude Côte une institution exclusivement réservée aux jeunes filles d'élite. Si les matières purement intellectuelles y étaient traitées avec une certaine désinvolture, on y cultivait avec ferveur les arts d'agrément. Théâtre, concerts, récitations, bals, soirées à l'opéra, l'établissement formait ainsi des jeunes femmes destinées à briller dans les salons et à tenir leur rang dans le grand monde. Mrs. Cunnick, toujours droite sur ses principes et impérieuse dans ses jugements, incarnait à merveille l'idéal d'une gouvernante victorienne, bien que l'on feignît d'ignorer son penchant trop appuyé pour les spiritueux, son seul petit défaut, qu'elle dissimulait d'ailleurs avec un air consommé. Plus rigoureuse et attachée aux vertus du corps sain dans un esprit sain, Miss Triton dirigeait un autre établissement, renommé pour son vaste gymnase, où les jeunes filles pouvaient pratiquer la gymnastique et les exercices physiques en toute discipline. Enfin, une autre école située à flanc de colline, à Neuville-les-Dieppe, derrière le Pollet, jouissait d'une affection particulière, la Maison Bellevue, dirigée par la bienveillante Miss Maria Slee. Cette pension, au charme discret, cultivait une atmosphère familiale et chaleureuse, et accueillit parmi ses élèves une enfant joyeuse et vive, nommée Eleanor Louisa Moravia Henry, surnommée affectueusement Nellie.
Né à Londres d'une union clandestine entre le savant Richard Sheepshanks et une danseuse de music-hall au passé peu reluisant, épouse adultère du juriste James Henry, Nelly ne connut guère d'affection dans son enfance. C'est à Dieppe, dans le cocon bienveillant de la maison Bellevue, qu'elle s'épanouit enfin. Elle y apprit le chant qu'elle pratiquait avec talent, la peinture avec moins de réussite, et excella dans l'art de la couture, de la broderie et dans l'apprentissage des langues. En quelques années, elle parla couramment le français. Loin de regard, son père biologique, le savant Sheepshanks, réglait discrètement tous ses frais de pension. Mais les bouleversements de l'histoire la rattrapèrent. En 1848, alors que la Révolution française entraînait la chute de Louis-Philippe, il fut jugé plus prudent d'éloigner Nelly du tumulte. Elle quitta Dieppe pour Altona, dans les pays nordiques, où elle fut accueillie par l'astronome Heinrich Schumacher, ami de son père. Le temps passa. À la fin des années 1850, Nelly, désormais jeune femme de 22 ans, fit la rencontre du peintre Oswald Sickert, âgé de 24 ans, qui avait voyagé en France et s'était laissé charmer par Dieppe comme tant d'autres. Leur rencontre fut celle de deux esprits sensibles, de deux destins en quête d'enracinement. Leur mariage fut célébré en Angleterre, à Harrow, le 3 août 1859, en présence de Mrs. Slee elle-même, venue spécialement de Dieppe assister à cette union. De ce mariage naquit le 31 mai 1860 celui qui allait devenir le plus illustre peintre associé à Dieppe, Walter Sickert. Bien que d'origine danoise et allemande, Walter se considérait avant tout comme britannique. Dès 1868, en effet, la famille s'installa en Angleterre, et le jeune garçon fut éduqué à la King's College School. Très tôt attiré par la scène, il tenta même une carrière d'acteur, et monta sur les planches aux côtés du célèbre Sir Henry Irving. Plus tard, il deviendrait l'un des membres fondateurs du Camden Town Group, rassemblant une nouvelle génération de peintres modernes. Sickert mena une vie partagée entre l'Angleterre et la France, mais son cœur battait pour Dieppe, où il finit par passer la majeure partie de son existence. Il y installa son atelier dans une maison du quai du Ken et devint peu à peu une figure incontournable de la ville. Marié une première fois, en 1885, à Helen Cobden, il divorça en 1899 pour épouser Christine Angus, puis après la mort de celle-ci en 1920, il se remaria avec l'artiste Thérèse Lessor, cofondatrice du London Group. Mais ces unions officielles ne l'empêchèrent pas de vivre à Dieppe de nombreuses aventures plus légères, et notamment avec une poissonnière du Pollet, selon les rumeurs locales.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que Dieppe continuait d'attirer une colonie britannique aussi élégante que disparate, une institution fit parler d'elle par son exigence et son raffinement, la maison d'éducation dirigée par Miss Eliza Shackleton, une finishing school de prestige installée au quai Bérigny, au cœur même de la ville. Dans cette demeure soigneusement tenue, 25 jeunes filles, choisies avec la plus grande rigueur, recevaient une formation aussi complète qu'ambitieuse, à la hauteur des standards de la haute société. Elles étaient françaises pour certaines, anglaises pour d'autres, mais toutes partageaient une même obligation, l'interdiction formelle de s'exprimer dans la langue de Shakespeare. Seul le français était toléré dans l'enceinte de l'établissement. Cette immersion linguistique n'était pas une simple coquetterie pédagogique, c'était une règle d'or, fermement appliquée, et nul ne s'y risquait à déroger sans encourir le courroux de la directrice. Miss Shackleton elle-même possédait une double culture. Si son nom et son port trahissaient son origine britannique, elle tenait de sa mère une rigoureuse éducation française, ce qui la rendait d'autant plus exigeante en matière de prononciation, d'intonation et de correction grammaticale. Elle n'admettait aucun relâchement. Sévère sans être cruelle, souvent abrupte dans sa manière, mais animée d'une volonté farouche de mener ses élèves vers l'excellence, elle se montrait redoutablement efficace. Nul ne sortait de chez elle sans avoir acquis une solide maîtrise des langues et des bonnes manières. Le programme de cette école d'élite était à la fois riche et rigoureux. On y enseignait, outre le français, l'allemand, langue de culture et de diplomatie, mais aussi les mathématiques, le dessin, l'histoire, toujours dispensés avec un soin particulier. Le piano, dont la pratique était considérée comme indispensable à toute jeune fille bien née, et 1000 autres savoirs utiles à la vie d'une femme appelée à briller dans les cercles du monde. Des professeurs, triés sur le volet, faisaient chaque jour le déplacement jusqu'à l'école pour dispenser leurs cours, tandis qu'une petite armée de domestiques s'activait dans l'ombre pour maintenir la maison dans un état de propreté et d'ordre exemplaire. Les repas, toujours servis à heure fixe, étaient d'une qualité irréprochable, abondants, variés, savamment préparés. L'heure du thé, moment sacré de la journée, voyait apparaître de généreuses tartines, tantôt beurrées, tantôt couvertes de confiture, mais jamais les deux à la fois, car mêler beurre et confiture sur une même tranche de pain était, dans l'esprit rigide de Miss Shackleton, une faute de goût impardonnable à la limite de l'indécence. L'élégance même culinaire n'était pas une affaire secondaire. Soucieuse du bien-être de ces jeunes pensionnaires, et considérant que le sommeil ne pouvait être réparateur qu'à la condition d'avoir le corps bien réchauffé, Miss Shackleton avait instauré un rituel singulier, mais salutaire. Chaque soir, peu avant l'extinction des feux, on poussait les meubles du grand salon et les jeunes filles s'élançaient dans des polkas effrénés. Les jupes tourbillonnaient, les rubans se dénouaient, les rires fusaient, et les joues rosies par l'effort annonçaient un sommeil profond. C'était un moment de liberté joyeuse au sein d'un cadre autrement très structuré. Le dimanche apportait un autre changement de rythme. Tous les élèves, endimanchés et disciplinés, se rendaient à l'église, où Miss Shackleton elle-même tenait l'orgue avec dignité et ferveur. Son visage sévère ne se départait d'aucune émotion lorsqu'elle jouait. Mais ses élèves savaient combien elle tenait à ce moment de recueillement hebdomadaire. Dans les rues calmes du dimanche matin, les Dieppois pouvaient parfois apercevoir une silhouette distinguée déambulant en famille, celle de Lord Robert Arthur Talbot Gascoigne Cecil, le marquis de Salisbury,
alors Premier ministre de Sa Majesté. Grand aristocrate et homme politique de premier plan, il avait choisi les hauteurs du hameau du Puy pour y faire édifier une résidence d'été aussi vaste qu'élégante, le chalet Cecil, construction aux lignes harmonieuses, tournée vers la mer et la lumière. La présence du couple ministériel ajoutait encore au prestige britannique de la ville, mais tout n'était pas parfaitement lisse dans les cercles anglo-diepois. L'épouse du marquis, en effet, ne faisait pas l'unanimité parmi ses compatriotes expatriés. On lui reprochait, à mi-voix bien sûr, une familiarité un peu excessive avec les Diepois de condition modeste. Il se murmurait même qu'elle descendait elle-même au marché et faisait ses courses, panier au bras, comme une simple bourgeoise. Une attitude jugée inconvenante, presque subversive, dans les milieux où l'on cultivait la distinction comme une vertu cardinale. Ainsi vivait-on à la Finishing School de Miss Shackleton et dans les hauteurs du hameau du Puy, entre discipline, élégance, tradition tenace et modernité discrète. Dieppe, une fois encore, se révélait comme un théâtre miniature où se jouaient, en français comme en anglais, les comédies et les drames feutrés d'un monde en mutation. Au lieu-dit du Bas-Fort-Blanc, niché au pied des hautes falaises diepoises, là où s'étire aujourd'hui la rue Alexandre-Dumas, surgirent à partir de 1879 de superbes villas balnéaires aux façades élégantes tournées vers la mer. C'était un quartier neuf, promesse d'élégance discrète, de villégiature raffinée et de secrets bien gardés. Parmi ces maisons, l'une attisait tout particulièrement les regards et les chuchotements. La villa Olga. On la nommait à voix basse, comme on murmure un nom qui sent le soufre ou la légende. Sa résidente n'était autre que la troublante Olga Alberta, une jeune femme aussi belle qu'insaisissable, au charme solaire et aux origines déroutantes. Fille de la fantasque duchesse Caracciolo, une femme à moitié portugaise, à moitié américaine, mais entièrement libre, elle portait en elle l'esprit d'aventure et de transgression. Sa mère, inoubliable figure du demi-monde, avait causé un scandale mémorable en fuyant, sitôt sortie de l'église où elle venait d'épouser un duc napolitain, dans les bras de son véritable amour, le prince Poniatowski. Ce fut un éclat digne d'un roman, un défi lancé à toutes les conventions sociales et morales de l'époque. Après un long séjour en Angleterre, la duchesse s'installa à Dieppe en quête d'un certain équilibre, ou du moins d'une liberté organisée à sa manière. Là encore, elle ne se contenta pas du seul prince. Sous le toit de la villa, elle accueillit également le comte Matthews, ainsi que Sir Charles Rivers Wilson. On n'évoquait jamais ce singulier ménage sans lever un sourcil ou esquisser un sourire. Pourtant, à en croire les apparences, cette configuration aux géométries variables semblait convenir à chacun. Un huis clos heureux, une harmonie de circonstances, fondée sur une entente tacite et une absence revendiquée de jalousie. Olga, fruit de ces unions incertaines, avait pour parrain nul autre qu'Albert Edward, prince de Galles, le futur roi Édouard VII, qui ne manquait pas une occasion de lui rendre visite dans sa villa normande. Les Diepois s'interrogeaient à demi-mot sur l'identité réelle de son père. Était-elle fille du flamboyant Poniatowski, ou bien issue d'un lien plus secret et plus royal, celui-là même qui la liait au futur souverain d'Angleterre? Nul ne le sut jamais avec certitude, mais la rumeur, comme toujours, préféra l'éventualité la plus romanesque. À Dieppe, les destinées individuelles, les lignées incertaines et les élans du cœur tissaient à chaque instant les fils invisibles de la grande histoire. La ville, dans ses rues baignées de lumière changeante, était le théâtre discret de 1000 récits, intimes et épiques à la fois. Ce fut ainsi au cœur de l'été 1899 qu'une jeune fille anglaise en vacances, âgée de 14 ans, croisa dans les rues animées de Dieppe une silhouette qui allait la marquer à jamais.
Elle s'appelait Clémentine Hozier. Fille de Sir Henry Montague Hozier, elle appartenait à une bonne famille de la haute société britannique. Lorsqu'elle aperçut le peintre Walter Sickert, flâneur au regard intense et à l'allure bohème, elle en fut aussitôt saisie. L'homme lui parut d'une séduction foudroyante, irrésistible, bien au-dessus, à ses yeux d'adolescente éveillée, de tous les prétendants qu'on lui avait alors présentés. Elle le grava dans sa mémoire comme l'homme le plus fascinant qu'elle eût jamais vu. Mais ce coup de foudre silencieux ne devait mener nulle part. Les méandres du destin, toujours habiles à détourner les élans les plus fervents, l'attendaient ailleurs. En 1904, de retour en Angleterre, on la présenta à un jeune homme de très bonne famille, au visage encore très juvénile, mais dont l'intelligence, l'énergie et l'ambition transperçaient déjà les apparences. Clémentine ne pouvait alors bien sûr deviner que ce garçon allait un jour transformer la destinée non seulement de l'Angleterre, mais de toute l'Europe. 4 ans plus tard, il lui demanda sa main. Elle accepta. Il s'appelait Winston Churchill. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le podcast Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.